Mesdames et messieurs, merci de rester à notre compagnie. L'autre journal se poursuit et nous abordons le dernier virage de cette émission, toujours avec le père Afonio. Il est l'un des porte-parole du mouvement citoyen Espérance pour le Togo, et nous parlions dans la deuxième partie de l'actualité au niveau de la C14. Nous y reviendrons avec le père, mon père. La C14, on dirait, a vécu et chaque parti vole désormais de ses propres ailes. Est-ce que c'est possible aujourd'hui que chaque parti politique puisse engager un combat pour l'alternance individuellement? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Mais d'abord, si des responsables qui ont créé des partis politiques qui ont une vision, des objectifs, se disent qu'ils ne vont pas être ensemble dans le même combat, moi je n'ai pas vraiment de commentaires à faire sur ça. Mais pour l'alternance, personnellement, je crois qu'il y a un préalable que nous défendons, et c'est que l'on puisse vraiment procéder aux réformes pour garantir des élections transparentes et crédibles, consensuelles, qui vont départager les acteurs politiques, parce que si la vérité jaillit des urnes, elle sera véritablement la volonté de l'ensemble des populations de notre pays, que nous appelons ici le peuple togolais. Est-ce qu'on peut obtenir l'alternance en rang dispersé? Moi, je voudrais d'abord dire ensemble avec les évêques de la conférence, donc la conférence des évêques du Togo, que l'alternance est le désir le plus profond des Togolais. Mais il faudrait encore que derrière cette notion, nous soyons sûrs que nous sommes en train de dire la même chose. Si l'alternance voudrait dire se liguer contre telle ou telle autre personne et l'exiler si possible, tuer cette personne si possible, s'attaquer à cette personne si possible alors qu'il est togolais ou ils sont togolais, moi je me dis c'est pas ce que nous concevons comme alternance. Pour nous, l'alternance va passer par le changement du système politique qui a gouverné le Togo jusqu'à maintenant. Et le nouveau système qui va se mettre en place sera incarné nécessairement par des Togolais et des Togolaises. Ça, il revient de façon souveraine à chaque Togolais d'aller dire cela dans les urnes. Mais comment aller dans les urnes si les conditions ne sont pas réunies pour que la vérité puisse jaillir des urnes? En fait, c'est ça le nœud du problème. Et quand nous avions demandé qu'on puisse faire les réformes avant les élections, nous avons été traités de tous les noms. Et aujourd'hui, nous avons eu les élections du 20 décembre 2018. Mais il est clair qu'un nombre de Togolais ne figure pas sur le fichier électoral. Du coup, ils ne peuvent pas être éligibles. Ils ne peuvent même pas être électeurs. Nous espérons que de façon consensuelle, dans l'esprit des réformes, on va permettre à tous ces Togolais aussi d'être sur ces listes pour pouvoir donner leur voix à qui ils voudraient bien. Alors, en disant cela, je vois l'alternance d'abord comme des conditions réunies pour la vérité des urnes, et en amont de cela, l'organisation de ces élections en permettant à tous les Togolais en âge de voter de pouvoir accomplir ce devoir.
les gens vont me dire, mais votre mouvement fait partie de ce mouvement qui ont dit qu'il ne faudrait pas s'inscrire sur les listes électorales. Les conditions de cette époque, ou très récentes, nous donnaient raison, puisque nous étions dans le cadre de la feuille de route de la CEDEAO, où, en prenant en considération les recommandations de la CVJR et d'autres, disons, ententes qui ont précédé la feuille de route et la CVJR, il était clair que la priorité des priorités n'était pas nécessairement les élections, mais les réformes. Et donc, il faudrait que l'alternance dont nous parlons puisse être opérée par chaque citoyen de façon libre et souveraine, mais il faut créer les conditions en ayant à l'esprit qu'il faut une nouvelle façon de gouverner notre pays. C'est ce que les évêques ont appelé le changement de système politique, et ceux qui vont incarner ce nouveau système politique, c'est aux Togolais d'en décider au moment venu. Oui, et mon père, à vous entendre parler, vous semblez dire que ce combat ne doit pas être mené en rang dispersé, mais la situation que traverse la C14 aujourd'hui, est-ce que cette situation ne va pas avoir des conséquences sur vos activités? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous allez mener des activités sur le terrain, des activités de sensibilisation. Est-ce que cette situation n'aura pas de répercussions sur ce que vous comptez faire? Non, nous n'irons pas en sensibilisation pour dire aux Togolais de voter pour tel ou tel autre candidat ou parti politique. Nous allons en sensibilisation pour rappeler nos droits et devoirs en tant que citoyens togolais par rapport aux enjeux qui nous attendent. Du coup, la C14, existant ou non, n'a rien à voir avec l'action que nous avons à mener. Je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas croire que les Togolais n'ont pas en place l'ensemble de leurs facultés. Nous sommes un peuple suffisamment intelligent pour pouvoir nous exprimer de façon autonome et souveraine. Mais ma crainte, c'est plutôt que les conditions ne soient pas réunies pour que notre expression puisse être capitalisée et que la possibilité nous soit donnée de façon souveraine, vraiment, de nous exprimer et que ce que nous avons dit soit respecté par tous les acteurs politiques. C'est plutôt là notre inquiétude, et c'est là où il faut non seulement éveiller le peuple, mais exiger aussi des acteurs politiques de tous bords de respecter les populations togolaises en respectant leur choix, et que ce choix soit un choix éclairé. Et pour que cela soit vraiment un choix éclairé, chacun de nous devons travailler en sensibilisant l'autre à des droits et devoirs, à des attitudes citoyennes, à des actes responsables à poser pour sortir le Togo de cette crise qui n'a que trop duré. Mon père, si l'un de ces partis vous invitait pour des activités individuelles, vous allez répondre, surtout que le PNP lance une manifestation de la rue le 13 avril prochain. Nous sommes un mouvement autonome, oui, et nous avons une coordination. Et là, nous jouons le jeu démocratique. Oui. Si la coordination du mouvement des Forces Vives Espérance pour le Togo exprime qu'il faut aller dans la rue ou dans la marche qui sera organisée, ben, la coordination va communiquer autour. Et une fois que la coordination communique, je crois que la liberté individuelle de chacun est encore sauvegardée. Nous ne sommes pas un mouvement de dictature ou de dictateur, et nous n'irons pas néanmoins faire campagne pour quelqu'un. Ça, c'est clair. Mais nous pouvons nous associer à d'autres Togolais pour défendre ce que nous venons de dire, les conditions pour sortir le pays de la crise par une expression
populaire à travers les urnes en accédant à la vérité. Si des mouvements se mobilisent pour ces objectifs, qui se retrouvent dans nos recommandations des 2 jours de forum que nous avons eus dernièrement, ce qui est sûr, nous chercherons à fédérer et à trouver des convergences tout en étant fidèles à nos identités propres, d'aller vers cette vision, travailler pour le bonheur du plus grand des Togolais. Alors, mon père, dans ce remue-ménage sur le paysage politique togolais, on annonce le retour d'un acteur clé que vous connaissez certainement. Il s'agit de l'ancien ministre Maître François Bokor, ministre de l'Intérieur en 2005. Il est en exil depuis 14 ans et il revient au Togo dans la semaine, notamment jeudi prochain. Que pensez-vous de cet acteur, François Bokor? J'avoue que je ne le connais pas personnellement. J'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. J'ai suivi dans les journaux et puis sur les médias. Il est dit que c'est l'un de ceux qui, en 2005, comme ministre, je crois, de l'Intérieur, il avait eu le courage de ne pas accepter la violence dans le pays. C'est ça. Et que cela lui a valu l'exil. Vous êtes des journalistes, moi je suis religieux, je ne relate que ce que j'ai écouté. Et vous l'avez appelé acteur clé, je ne sais pas. Il peut être acteur clé parce qu'il aurait cherché à éviter ou à réduire une violence pour les populations togolaises. Si c'est dans ce sens, à chacun d'en juger, mais il est acteur clé comme homme politique, il est acteur clé comme technicien, il est acteur clé comme quelqu'un qui connaît bien la situation du Togo, il est acteur clé parce que c'est un démocrate, je ne sais pas. Donc il faudrait que vous puissiez préciser les raisons qui font que vous l'appelez acteur clé, mais cela dit, vous affirmez qu'il va revenir au Togo, vous êtes journaliste, donc je peux vous croire, et qu'un fils ou une fille du Togo revienne chez lui, moi comme prêtre, je ne peux que m'en réjouir, dans la mesure où même dans nos recommandations, les 15 et 16 passés, nous avons vivement souhaité le retour des exilés et aussi des déplacés, des réfugiés. Et donc, la terre de nos aïeux, c'est une mère. Elle est pour tous ses fils et filles. Et donc, pour moi, je trouve bien, pas seulement M. François, je trouve bien son retour, non pas simplement parce qu'il est M. François, mais parce que tout fils et fille de ce pays qui peut revenir est une richesse. Parce que chaque enfant de notre terre a des choses à donner à ce pays. Et si on met tout ça ensemble, on peut vraiment relever le pays. Donc, en dehors de ça, je ne sais pas, il revient chez lui au Togo. J'espère qu'il trouvera la place qui lui revient dans sa famille, dans son pays, pour pouvoir vivre comme un citoyen et apporter sa pierre à la construction de l'édifice qui est la nation togolaise. Oui, en attendant, Isidore, mon père, quand vous prenez l'homme dont on parle, vu sa carrure, en 2015, il a été à l'origine de la création du CAP 2015. Et lors des consultations entreprises par le président ghanéen, on l'a consulté et l'homme a gardé toujours un œil sur l'actualité politique. Donc, ce qui veut dire que son retour pourrait apporter quelque chose à la lutte. Quand même, je précise aussi qu'il a été à l'origine de la création du FRAC, Fonds des Républicains pour l'entraînement et le changement. Il a beaucoup œuvré pour la création, tout dernièrement, de la coalition des 14 partis de l'opposition. On l'a consulté beaucoup dans la création de la C14. Il a beaucoup fait pour la politique togolaise.
dans sa tournée tout dernièrement qu'il a menée à Bruxelles, en France, à Washington, aux États-Unis, il a porté la crise togolaise vers les diplomates, les partenaires du Togo, à qui il a exposé le problème togolais. Il leur a demandé d'aider le Togo à sortir de cette crise. C'est pourquoi on vous pose la question, comment est-ce que vous voyez cette personnalité-là? Bon, le profil que vous venez de décrire, j'avoue que je n'ai pas pris le temps d'étudier la biographie de l'homme, mais le profil que vous venez de décliner, si cela fait vraiment l'unanimité, on peut bien dire que nous avons affaire à un fils du Togo qui fera aussi sa part, comme d'autres fils. En réalité, on ne donne que ce qu'on a. Ce que vous avez comme Togolais, vous devez donner ça pour le bien de ce pays, moi aussi. J'imagine que ça doit être le cas pour tout le monde, y compris François. Mais cela dit, quand vous étiez en train de le présenter, il m'est venu à l'idée cette phrase du président ghanéen qui a été co-facilitateur pour notre crise, qui disait que c'est aux Togolais de trouver des solutions aux problèmes togolais. Et donc, je m'appuie sur cette phrase du président ghanéen pour dire, voilà, il y a un Togolais qui va s'associer certainement à d'autres Togolais et d'autres certainement aussi qui aiment ce pays, qui sont des fils et filles de ce pays, pourront aussi s'associer pour vraiment tirer le pays vers le haut et sortir ce pays des situations trop difficiles que nous sommes en train de vivre. Il est Togolais. C'est aux Togolais de trouver des solutions à nos problèmes. Si vous êtes certain qu'il va revenir, moi je peux lui souhaiter déjà bienvenue sur la terre de nos aïeux. Et cette bienvenue, je l'adresse à tout autre citoyen togolais qui voudrait revenir pour qu'ensemble, en respectant l'identité de chacun, nous puissions bâtir ce Togo qui est notre héritage et notre bien commun. Maintenant, c'est dans notre tradition que celui qui revient, on l'accueille. Voilà pourquoi, dans toutes nos maisons, quand un fils revient, on lui donne un verre d'eau. Je peux simplement, vous qui connaissez, puisque vous l'avez décrit, vous exhorter à lui donner un verre d'eau et à être toujours prêt à donner ce verre d'eau à tous les fils et filles du Togo qui reviendront, quelle que soit leur origine, leur appartenance politique, religieuse et tout, parce que ce qui nous unit est tellement grand, c'est le bonheur, le travail pour le bonheur du plus grand nombre de Togolais. Alors, mon père, on parle un peu de 2020. Est-ce que vous avez l'espoir en 2020, pour l'alternance en 2020 avec cette opposition aujourd'hui qui ne se retrouve pas? Je crois à deux choses. D'abord à l'inattendu de Dieu, parce que seul Dieu est maître absolu de l'histoire. Et donc, je suis plein d'espérance pour mon peuple. D'ailleurs, le mouvement dont je suis l'un des porte-parole s'appelle Espérance pour le Togo. Donc, j'invite mes frères et sœurs togolais à ne pas se décourager parce que des partis politiques hier ensemble, aujourd'hui ne sont plus ensemble. L'enjeu ne peut pas être de ce côté. Je l'ai déjà dit, c'est chaque citoyen et citoyenne de ce pays qui incarne la souveraineté du pays. Et à un moment donné, je crois que des millions de Togolais que nous sommes, par rapport à quelques leaders politiques, Dieu voudra que puissent surgir de ces millions de Togolais et Togolaises des hommes ou des femmes capables de se sacrifier, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour ce Togo nouveau où il fera bien vivre pour tous. Moi, c'est mon espérance, donc je n'ai pas peur. Prions beaucoup, travaillons beaucoup pour l'éveil de nos populations et orientons-nous non pas derrière quelqu'un ou un groupe de personnes, mais comptons prioritairement sur Dieu et ensuite sur chacun de nous, afin d'imposer à ceux qui seront devant nous demain ou après-demain ce que nous voulons en votant des programmes et non des personnes.
Merci, mon père. Nous nous acheminons tout doucement vers la fin de cette émission, mais il y a un sujet qui défraie également la chronique. Il s'agit des églises. Le gouvernement a sévi une dizaine d'églises déjà fermées. Et quel commentaire faites-vous de cette situation engendrée par les églises aujourd'hui? Bon, j'ai pas suivi. Comme de Dieu. Oui, j'ai pas suivi les faits de très près. J'ai aussi appris dans les médias qu'il y a des églises qui se sont fermées. Mais je crois que moi, je suis catholique. Nous ne créons pas d'église. C'est pas possible. Chez les catholiques, tu as beau étudier la théologie, tu peux faire toutes les facultés de théologie, tu ne peux pas créer une église à toi. Mais je ne sais pas si au Togo, est-ce qu'il y a une loi qui essaie de régir disons, les mouvements spirituels qui se donnent l'autorisation d'ouvrir des églises. S'il y a une loi, si c'est cette loi qui est appliquée, ou bien c'est plutôt la loi contre la nuisance des bruits et autres, si c'est cette loi qui est appliquée, je ne peux que dire que dans un état de droit, il faut permettre que la loi soit appliquée. Maintenant, si ceux qui sont, entre guillemets, victimes, estiment qu'ils sont lésés dans leurs droits, j'aimerais que l'autorité compétente puisse leur donner la possibilité de se plaindre et que s'ils sont vraiment lésés, justice soit faite. En dehors de ça, je n'ai pas d'autres commentaires parce que des fois, il y a des endroits aussi érigés en église, mais quand on voit ce qui se passe là-dedans, en toute vérité, ce n'est pas sérieux. Il y a des endroits où on voit des gens enchaînés qui sont des malades et on dit que c'est l'esprit mauvais qui est en eux. Il y a des endroits où on a bastonné des gens pour faire ce qu'on appelle l'exorcisme. Il y a des endroits où on a escroqué des gens pour s'enrichir de façon illicite. Il y a des endroits dans certains quartiers où le voisin qui demande le repos nocturne, qui est un repos réparateur, est traité comme sorcier et on se donne le droit. Vous savez, si vous êtes dans un quartier et que toute la semaine, chaque soir, on a fait du boucan et que vous n'avez pas pu dormir pendant une semaine, votre rendement va aussi en dépendre. Donc, je ne porte pas de jugement, mais je crée le cadre. Il faut que le droit soit vraiment dit. Et si les gens sont lésés, il faut qu'on leur donne la possibilité d'exiger justice. C'est ce que je peux dire. Oui, mon père, quelques secondes. Comment percevez-vous la multiplication des églises? Est-ce que c'est légitime? C'est toujours l'œuvre de Dieu qui continue comme ça? Bon, vous savez, Jésus nous a dit de ne pas juger. Mais ce que je vais dire, ce n'est pas un jugement, mais c'est une forme d'analyse. Parce que le même Jésus-Christ nous a appelés à faire attention. Parce qu'il a dit au dernier moment, beaucoup viendront en mon nom. Et ce sont des loups, mais qui sont en habit d'agneau. Et il nous a appelés à la vigilance et au discernement. Moi, je pense que la misère dans laquelle notre pays est vraiment plongé, à cause de plusieurs raisons, dont l'absence de la bonne gouvernance, fait que les gens se consolent de cette façon. On cherche le miracle partout. Et ceux qui sont trop crédules, des gens plus malins les manipulent, soit pour l'argent, soit pour simplement avoir un leadership, ainsi de suite. Moi, j'ai accompagné des personnes qui ont dépensé tous leurs biens dans ces églises-là, et quand le pasteur a trouvé suffisamment d'argent, il est parti aux États-Unis et il a laissé l'église. J'ai assisté à des combats où le pasteur fondateur est décédé et puis on dit c'est son fils qui doit lui succéder, parce que l'église est devenue une forme d'héritage familial. Je pense que ce sont des erreurs. On ne trouve ça nulle part, ni dans la Bible, ni dans la théologie. Mais moi, je suis catholique et en le disant, je ne veux offenser personne. Très humblement, si ça a blessé quelqu'un, je demande pardon. Mais il nous faut beaucoup de discernement des esprits pour ne pas nous laisser vraiment phagocyter par des faux prophètes. Parce que les faux prophètes,
les faux pasteurs et même les faux prêtres, il y en a. Il y a même un qui a eu à écrire une lettre ouverte me critiquant l'Église catholique du nom de François Mahoulé. On l'a cherché partout. Des journaux ont publié cette lettre sans vérifier la source. On l'a cherché partout. Les évêques l'ont cherché. Il n'y a aucun prêtre qui porte ce nom et qui sont en mission ou dans un diocèse au Togo. Donc les faux prophètes, les faux prêtres, les faux pasteurs, il y en a. Soyons vigilants. Oui, mon père, que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que pouvez-vous dire pour conclure cet entretien avec vous? Ce que je vais dire est dans le nom du mouvement que je porte. L'espérance pour le Togo est à tenir ferme parce que nous sommes un peuple et c'est à nous la souveraineté, c'est à nous vraiment de laisser pour les générations futures, pour nos enfants, un Togo meilleur que celui que nous avons trouvé et dans lequel nous sommes en train de vivre. Croiser les bras, démissionner et ne pas faire cela, non seulement c'est criminel, mais c'est au-delà de la criminalité parce que nous devons même répondre à Dieu de ce que nous aurons fait de notre passage dans ce pays qu'est le Togo, si ce passage n'a rien apporté de vraiment heureux pour aujourd'hui et demain. Révérend Père Pierre-Marie Charnel Afogno, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du mouvement des forces Vive Espérance pour le Togo. Isidore Kouanou, merci d'avoir co-animé cette émission avec nous. Merci à l'ensemble de la coordination technique et rédactionnelle. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Toute histoire a une fin, toute fin annonce un nouveau départ et qu'il faut savoir prendre. Portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un autre numéro de l'autre journal.